La Silicon Valley Bank. La Silicon Valley Bank a été fondée en 1983 par d'anciens cadres de la Bank of America Bill Biggerstaff et Robert Medeiros, dans le but de répondre aux besoins de financement en prêt et des services aux sociétés de capital risque qui investissent dans la technologie et la biotechnologie. À l'époque, les startups n'étaient pas prises au sérieux par l'industrie bancaire. Il y avait là un segment de marché que les fondateurs de la Silicon Valley Bank décidèrent d'exploiter. À ses débuts, la Silicon Valley Bank accompagne surtout les jeunes startups dans leur premier financement et leur permet d'accéder ensuite aux grandes banques, une fois leur modèle d'affaires éprouvé. Progressivement, elle étend son offre pour fournir un service bancaire intégral, se mettant en concurrence avec les grandes banques. Ces dernières à leur tour tentent de s'approprier une part du secteur technologique. Elles font face alors à l'avantage concurrentiel de la Silicon Valley Bank qui réside, selon des analystes financiers, dans son réseau relationnel, son expertise sectorielle ainsi que dans sa proximité avec la culture entrepreneuriale high-tech. Sa clientèle était principalement composée des entreprises du secteur tech telles que Shopify, ZipRecruiter et Pinterest Feedly HubSpot, LinkedIn, MongoDB, Nvidia pour ne citer que cela. La Silicon Valley Bank est devenue le prêteur incontournable des startups technologiques qui semblaient trop risquées aux yeux des grandes banques plus traditionnelles. Finalement, la Silicon Valley Bank faisait des affaires avec près de la moitié de toutes les startups technologiques américaines, elle soutenait des investissements en capital risque. Stéphane Kalb, PDG et cofondateur de la startup de gestion alimentaire Shelf Engine, affirme que, si vous êtes une startup à forte croissance, vous ne pouvez pas obtenir de carte de crédit auprès d'un fournisseur de carte de crédit normale, vous ne pouvez pas obtenir de prêt auprès d'une grande banque, mais la Silicon Valley Bank vous accorderait cela. Ce sont ces services que les startups ne pourraient pas obtenir ailleurs. Le Standard & Poor's 500, ou simplement le S&P 500, est un indice boursier qui suit la performance boursière de 500 des plus grandes sociétés cotées en bourse aux États-Unis. C'est l'un des indices boursiers les plus suivis. La société mère de la Silicon Valley Bank, Silicon Valley Bank Financial Group, faisait partie de l'indice S&P 500. Au moment de l'effondrement, ses principaux actionnaires étaient The Vanguard Group, BlackRock et State Street Corporation, qui possédaient des actions dans de grands fonds négociés en bourse qui suivent les performances du S&P 500. Le South Korean National Pension Service possédait 100 000 actions de la société holding de Silicon Valley Bank, Silicon Valley Bank Financial Group CalPERS, fonds de pension de l'État de Californie, détenait environ 67 millions de dollars d'obligations de la banque, soit moins de 2% et d'1% du total des investissements, en juin 2022. Après avoir gagné en notoriété aux États-Unis, elle entend bien s'étendre en Europe et en 2012, elle obtient une licence bancaire, document légal par lequel un État ou une autorité compétente autorise un établissement à effectuer des opérations de banque, au Royaume-Uni en vue d'y développer ses activités, jugeant un grand potentiel inexploité dans le financement des startups. La banque poursuit son expansion avec une présence au Canada, et s'implante à Toronto en 2019, Vancouver en 2020 et enfin Montréal en 2021. En 2021, elle connaît une explosion de dépôts soit de 102 milliards de dollars à 189 milliards de dollars, dépôts effectués par les startups suite aux multiples profits réalisés pendant la Covid. C'est le cas de Etsy qui dès le début de la pandémie, le site de vente en ligne Etsy a vu une opportunité dans les masques faits à la main. À la fin du mois de septembre 2020, 10% des ventes brutes de marchandises d'Etsy, soit 600 millions de dollars, provenaient des masques. Et tout cet argent a été reversé à la Silicon Valley Bank. En date du 31 décembre 2022, elle était la 16e banque des États-Unis avec près de 212 milliards de dollars d'actifs consolidés et était la plus grande en termes de dépôts dans la Silicon Valley. Avec une telle expansion remarquable, comment a-t-elle pu faire faillite en 48 heures ? Il a été constaté que, après la période Covid, les profits réalisés par les startups ont diminué et ne pouvant plus gérer leurs factures, elles sont obligées de faire recours aux liquidités dont elles disposaient à la Silicon Valley Bank afin de pouvoir payer leurs employés. Obligeant ainsi la Silicon Valley Bank à liquider une partie de son portefeuille afin de satisfaire les demandes de ses clients. Les liquidités des startups déposées à la Silicon Valley Bank avaient, notamment,
étaient investis en bons du Trésor américain afin de générer plus de profit à la banque. Un placement a priori peu risqué. Les bons du Trésor sont des titres obligataires à intérêt garanti émis par le gouvernement américain. Ce sont des bons de Trésor américains dont la maturité est la plus longue variant entre 10 à 30 ans. Ce placement a priori peu risqué s'est avéré être un couteau à double tranchant pour la Silicon Valley Bank. La hausse du taux d'intérêt en début 2022 a joué en leur défaveur, causant ainsi une perte de près de 1,8 milliard de dollars. Pour faire face à cette perte, la Silicon Valley Bank avait annoncé vouloir procéder à une augmentation de capital de 2,25 milliards de dollars. Deux annonces assez fortes pour ses clients qui commencent à perdre confiance, provoquant ainsi un « bank run ». Comment expliquer qu'une aussi grande banque classée 16 sur le plan national n'est pas contrôlée par le régulateur américain afin de prévenir la faillite? Il est à noter que toute défaillance d'un établissement bancaire pose la question de la régulation. Rappelons qu'après la crise financière de 2008 qui a secoué le monde, des réglementations strictes ont été adoptées tant aux États-Unis qu'en Europe stipulant que tout établissement bancaire disposant d'un bilan d'un montant de 50 milliards de dollars fera l'objet d'une surveillance stricte dite « surveillance renforcée ». Malheureusement, elle a été allégée le 4 mai 2018 par l'administration Trump où seuls les établissements disposant d'un bilan de plus de 250 milliards de dollars seront soumis à cette régulation. This is truly a great day for America and a great day for American workers and small businesses all throughout the nation. The legislation I'm signing today rolls back the crippling Dodd-Frank regulations that are crushing community banks and credit unions nationwide. They were in such trouble. La Silicon Valley Bank avec près de 212 milliards de dollars en 2022 aurait pu éviter un tel désastre car en application de la loi Dodd-Frank, la Silicon Valley Bank serait passée au contrôle strict du régulateur américain et les dégâts auraient pu être constatés avant que la crise ne se produise. Il est à noter que la loi Dodd-Frank, ou Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act en anglais, est une loi du Congrès des États-Unis adoptée en 2010. Elle est le principal volet législatif de la réforme du marché financier engagée durant la présidence de Barack Obama à la suite de la crise des subprimes, désigne des prêts hypothécaires à risque, et la crise financière et économique qui s'en est ensuivie. Le titre complet de la loi, signé par le président Barack Obama le 21 juillet 2010, explicite ses objectifs. Une loi pour promouvoir la stabilité financière des États-Unis en améliorant l'accountability, la responsabilisation et la transparence dans le système financier, pour mettre fin au too big to fail, pour protéger le contribuable américain en mettant fin au sauvetage financier, ending bail-out, pour protéger le consommateur des pratiques de services financiers abusifs, et pour d'autres objectifs. Au-delà de ces causes, l'administration de la Silicon Valley Bank ne serait-elle pas responsable de sa destruction? Force est de constater que pendant une période de 8 mois, la Silicon Valley Bank a fonctionné sans directeur en charge du risque financier, alors que le secteur du capital risque commençait déjà à montrer des signes de ralentissement. Il faut dire que, selon d'autres informations liées à cette faillite, le responsable de la filiale d'investissement de Silicon Valley Bank n'était autre que le directeur financier de Lehman Brothers jusqu'en 2007, la banque d'investissement américaine qui a connu l'une des plus grandes faillites du secteur en 2008, impliquant des milliards de dollars de produits financiers dits toxiques. Enfin, il a également été révélé que 2 semaines avant l'effondrement de la Silicon Valley Bank, son directeur général Gregory Beck avait vendu pour 3,9 millions de dollars d'actions, et selon CNBC, formerly Consumer News and Business Channel, des membres de la direction supérieure de la banque avaient vendu pour environ 84 millions de dollars d'actions au cours des 2 années précédentes. Il est difficile de savoir s'ils réalisaient simplement leurs profits ou s'ils avaient anticipé les difficultés à venir. Dans tous les cas, la valeur boursière de la banque n'a cessé de baisser depuis 2021. Sans oublier que les employés de la Silicon Valley Bank avaient reçu leur bonus annuel quelques heures avant la faillite de la banque. À croire qu'ils se doutaient bien d'un tel avènement. Étant donné que plus de 50% de leurs clients sont des startups, la question qui se pose est celle de la situation d'une centaine de startups après cette faillite. La faillite de la Silicon Valley Bank a entraîné la chute de plusieurs startups à l'instar de Etsy qui affirme que certains vendeurs ne recevront pas leur paiement à temps en raison de l'effondrement soudain de la Silicon Valley Bank. Dans un email envoyé aux propriétaires des magasins concernés, la société a déclaré qu'elle avait utilisé l'institution fermée pour envoyer des acomptes à certains vendeurs, et qu'ils pourraient ne pas recevoir leur paiement prévu en conséquence, laissant les propriétaires de magasins inquiets pour l'avenir de leurs magasins. Pour les startups technologiques, qui pendant des décennies se sont fortement appuyées sur la banque basée à Santa Clara, en Californie,
cela a déclenché une crise qui pourrait entraîner des licenciements massifs ou l'effondrement de centaines de startups, selon des initiés de l'industrie. Des centaines de startups sont confrontées à une crise de trésorerie massive. La faillite de la Silicon Valley Bank les laisse dans la tourmente alors qu'elles tentent de continuer à fonctionner avec les millions bloqués à la banque. C'est le cas de Can, Flowhealth, Slow Venture, Esti et Accelerator Y Combinator. Dans un tweet, Nikita Bier, CEO et cofondatrice de la startup Gas, a déclaré « Le nombre d'entreprises en phase de croissance qui avaient leur argent chez Silicon Valley Bank est énorme. Faire la paix la semaine prochaine va être un show. » Certaines startups ont pris des mesures drastiques vendredi pour essayer d'apporter de l'argent. Le célèbre magasin de jouets Can a déclaré à ses clients qu'il était en détresse après que ses fonds aient été piégés par l'effondrement. Toutes nos liquidités se trouvaient chez Silicon Valley Bank et nous essayons d'augmenter notre solde chez Chase, a déclaré Ben Kaufman, PDG et cofondateur de Can, à Insider par message direct sur Twitter. La société a annoncé une vente à 40% de réduction dans le but de collecter des fonds auprès de ses clients, leur demandant d'utiliser le code ironique « Bankrin », encore appelé panique bancaire à la caisse. En Europe, environ 16 entreprises technologiques et de sciences de la vie ont révélé une somme d'environ 190 millions de dollars à la Silicon Valley Bank au Royaume-Uni et aux États-Unis. À l'instar de Trustpilot Group plc, la société danoise, qui gère une plateforme d'évaluation mondiale, indique que Silicon Valley Bank UK était son principal partenaire bancaire, avec 36 millions de dollars détenus dans la banque et 18 millions de dollars actuellement transférés hors de Silicon Valley Bank UK mais en attente de confirmation. Diaceutics. Le fournisseur de technologies et de solutions pour l'industrie pharmaceutique met en garde contre l'incertitude matérielle quant à sa capacité à gérer son fonds de roulement à court terme. La plupart de ces 22,2 millions de livres sterling en liquide se trouvaient sur des comptes de la Silicon Valley Bank et il a essayé de transférer ces liquidités avant la fermeture de Silicon Valley Bank, mais la transaction est en suspens. Zealand Pharma. Le développeur de médicaments danois a des dépôts totalisant 162,6 millions de couronnes danoises, 23,4 millions de dollars, à la Silicon Valley Bank, ce qui représente environ 15% des liquidités du groupe. Pharming Group NV. La société biopharmaceutique indique qu'elle a 26 millions de dollars de dépôts à la Silicon Valley Bank US, et qu'elle s'attend à ne pas subir de pertes sur ses dépôts. En Asie-Pacifique, Nitro Software, le fabricant australien de logiciels de productivité Nitro Software Ltd a déclaré qu'environ 12,18 millions de dollars de ses réserves de liquidités globales étaient déposées à la Silicon Valley Bank. Bien qu'étant une banque américaine, le Silicon Valley Bank a causé des dégâts aussi bien en Amérique qu'en Europe et en Asie-Pacifique. Mais les enjeux n'étant pas les mêmes pour les startups des différents pays, le choc est bien plus grand en Amérique. On se demande bien comment le gouvernement américain a réagi face à cette faillite. Le président américain s'est exprimé à ce propos en rassurant les déposants ainsi que le client et les petites entreprises qu'ils entreront en possession de leurs dépôts quand ils le voudront. Par contre, les investisseurs ne se seront pas protégés car ils avaient conscience des risques et lorsque les risques se réalisent, ils perdent leurs investissements. C'est la loi du capitalisme, affirme-t-il. Par ailleurs, Joe Biden assure ses compatriotes de la sécurité du système bancaire américain et promet de renforcer les obligations vis-à-vis des banques afin d'éviter que ces situations se reproduisent à l'avenir. All customers who had deposits in these banks can rest assured they'll be protected and they'll have access to their money as of today. That includes small businesses across the country that bank there and need to make payroll, pay their bills, and stay open for business. No losses will be, and this is an important point, no losses will be borne by the taxpayers. Let me repeat that. No losses will be borne by the taxpayers. Instead, the money will come from the fees that banks pay into the deposit insurance fund. The management of these banks will be fired. If the bank is taken over by FDIC, the people running the bank should not work there anymore. Third, investors in the banks will not be protected. They knowingly took a risk, and when the risk didn't pay off, investors lose their money. That's how capitalism works. La Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC, est une agence indépendante créée par le Congrès pour maintenir la stabilité et la confiance du public dans le système financier du pays. Pour accomplir cette mission, la FDIC assure les dépôts, examine et supervise les institutions financières pour s'assurer de leur sécurité, de leur solidité et de la protection des consommateurs. Elle rend les institutions financières importantes et complexes solvables, et gère les redressements judiciaires. Dans l'exercice de ses fonctions,
et en application des recommandations du président américain, elle assure que les dépôts de la Silicon Valley Bank seront garantis dans leur intégralité, bien au-delà donc du plafond de $250 000 prévu par la législation américaine. Cela concerne plus de 85% des clients de cette banque. La Silicon Valley Bank était très convoitée car seulement 2 semaines après la faillite de la Silicon Valley Bank, la FDIC, l'autorité régulatrice des États-Unis, annonce le rachat de l'intégralité des dépôts et des prêts de la Silicon Valley Bank par la First Citizen Bank. And the deal includes the purchase of about $72 billion in SVB assets at a discount of $16.5 billion. Around $90 billion in securities and other assets will remain in receivership disposition by the FDIC. And the FDIC received equity appreciation rights. Le 26 mars 2023, la FDIC a annoncé que First Citizen Bank allait acquérir les activités de banque commerciale de Silicon Valley Bank. Dans le cadre de l'opération, First Citizen a acheté environ $119 milliards de dépôts et $72 milliards de prêts de la Silicon Valley Bank avec une décote de $16,5 milliards, tandis qu'environ $90 milliards de titres de la Silicon Valley Bank resteront sous séquestre. La FDIC a reçu environ $500 millions de droits à la plus-value liée aux actions de First Citizen. Les 17 succursales de Silicon Valley Bank ont rouvert leurs portes en tant que division de First Citizen Bank le lendemain. Tous les déposants de Silicon Valley Bank devenant des déposants de First Citizen. La First Citizen était la 30e banque des États-Unis, en termes d'actifs, à la fin de l'année 2022. Après l'acquisition de la Silicon Valley Bank, elle devrait entrer dans le top 20. 2 mois après la fermeture de la Silicon Valley Bank par les autorités de régulation, l'ex-directeur général de la Silicon Valley Bank Greg Becker est auditionné aux côtés de 2 dirigeants de la Signature Bank qui elle aussi a fait faillite 2 jours après la Silicon Valley Bank pour cause de manque de liquidité. Pendant leurs auditions, Greg Becker a déclaré qu'il pensait que la banque avait répondu aux préoccupations des régulateurs en matière de gestion des risques et qu'elle s'était efforcée de résoudre les problèmes avant qu'une ruée bancaire, sans précédent, ne conduise à sa faillite. Ils affirment que la banque aurait pu survivre si les autorités de régulation n'avaient pas choisi de la fermer. Par ailleurs, Greg Becker accuse les réseaux sociaux d'avoir créé une aussi grosse panique bancaire. Il renchérit son propos en disant qu'aucune banque n'aurait pu survivre à une telle panique. Face à cette affirmation, le président de la commission bancaire du Sénat Sherrod Brown a déclaré que la banque avait ignoré à plusieurs reprises les avertissements concernant les risques flagrants émis par les autorités fédérales et étatiques. Pendant son audition, le président de la commission bancaire du Sénat lui demande s'il pense que lui et ses collègues méritent les primes qu'ils ont reçues le 10 mars, quelques heures avant la fermeture de la banque par les régulateurs. À cette question, il déclare que ces primes ont été prédéfinies au préalable et devraient être payées à une date indéterminée. Il renchérit qu'il ne savait pas quand ces primes allaient être payées. Le président de la commission bancaire du Sénat continue son questionnement et lui demande s'il compte restituer les primes qu'il a reçues. L'ancien directeur général de la Silicon Valley Bank rassure qu'il va coopérer avec les régulateurs tout au long du processus en ce qui est de ce domaine précis. Par ses réponses, il laisse voir qu'il n'avait aucun contrôle sur la gestion de la banque. Comment est-ce possible qu'un directeur général ne sache pas quand les primes seront payées ? Il est plus que compréhensible qu'il n'ait pas vu venir la crise car il gérait la banque avec laxisme. La faillite de la Silicon Valley Bank laisse non seulement une grande plaie dans le système financier mondial mais touche aussi le secteur de l'emploi. Si vous avez aimé la vidéo, merci de vous abonner, liker et partager sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos publications. À très bientôt sur Masael Media, l'information au cœur de l'action.